Bonjour, dans cette présentation, j'aimerais vous présenter de manière très succincte le système des Nations Unies, ou plus particulièrement les Nations Unies ou l'Organisation des Nations Unies en tant qu'organisation internationale. Comme toujours, toutes les références dans cette présentation sont en lien avec mon ouvrage Introduction au droit international public, 4e édition 2020. Le terme des Nations Unies a été utilisé notamment par les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme document, on peut notamment mentionner la Déclaration des Nations Unies qui fut signée par certains États le 1er janvier 1942 à Washington, D.C., aux États-Unis. À la conférence de Dumbarton Oaks, également à Washington, on en a aussi parlé, mais c'est finalement à la conférence de San Francisco en 1945 que la charte de San Francisco, la charte des Nations Unies, est adoptée et c'est donc l'acte constitutif, le traité entre les États membres des Nations Unies. Ils ont créé une organisation internationale, raison pour laquelle on parle officiellement de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Mais évidemment, dans la langue quotidienne et dans la presse, on se réfère très souvent simplement aux Nations Unies quand on parle de cette organisation. Le statut de cette Organisation des Nations Unies ou des Nations Unies est brièvement décrit dans la charte de San Francisco, mais pas de manière très complète et exhaustive. Il y a eu par la suite tout de même plusieurs traités multilatéraux et notamment les accords de siège conclus par les Nations Unies avec des États qui contiennent aussi des informations et des règles concernant le statut des Nations Unies. Un des accords les plus importants, à cause de la présence importante de la Suisse, des Nations Unies en Suisse, c'est l'accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 11 juin, 1er juillet 1946. Cet accord est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, contrairement à beaucoup d'autres États, la Suisse n'était pas membre des Nations Unies. Elle a adhéré que très tardivement aux Nations Unies. Tout de même, parce que la Société des Nations, l'organisation qui est considérée comme le prédécesseur des Nations Unies, avait un siège important, notamment le Palais des Nations à Genève, qu'on voulait utiliser maintenant pour les Nations Unies, il fallait un accord entre la Suisse et l'ONU. Raison d'être de cet accord de 1946. Deuxièmement, on voit ici que la Suisse a reconnu l'Organisation des Nations Unies comme un sujet de droit international, parce qu'elle a conclu cet accord, un accord régi par le droit international, où on voit que ce sont deux sujets de droit international, l'État, la Suisse, et l'Organisation des Nations Unies, une organisation internationale, qui ont conclu un accord, un traité, régi par le droit international. Et la troisième chose qui est intéressante, c'est que le Conseil fédéral suisse a été la Suisse a été représentée par le Conseil fédéral. C'est l'organe, en vertu de la Constitution suisse, qui peut représenter la Suisse sur le plan international. Et les Nations Unies ont été représentées par un autre organe, dans ce cas, le secrétaire général. C'est l'organe qui agit au nom de l'organisation et qui peut lier l'organisation, ce qui fait que cet accord a pu être conclu et entrer en vigueur.
Ici, il y a une deuxième convention qui parle sur les privilèges et immunités des Nations Unies, une convention du 13 février 1946. Ça, c'est la convention qui avait été adoptée par les États membres des Nations Unies. Alors, comme je l'ai déjà dit, à l'époque, en 1946, la Suisse n'était pas membre des Nations Unies, raison pour laquelle elle n'était pas partie à cette convention. Et c'est aussi la raison, comme je l'ai déjà évoqué, pourquoi l'accord, le premier accord sur cette diapositive a été conclu. Entre-temps, très tardivement, la Suisse a tout de même adhéré aux Nations Unies et à ce moment-là, elle est aussi devenue un État partie à cette convention, à cette deuxième convention. Raison pour laquelle cette deuxième convention se trouve maintenant aussi dans le recueil systématique. Nous avons vu qu'il y a plusieurs conditions pour qu'on puisse parler d'une organisation internationale, notamment un acte constitutif. Et nous avons évoqué que dans le cas des Nations Unies, c'est la Charte de San Francisco, la Charte des Nations Unies. Nous avons aussi dit qu'une organisation doit avoir au moins un organe, mais qu'elle peut en aussi avoir plusieurs. Alors pour les Nations Unies, on parle généralement de 6 organes principaux. Et cela implique qu'il y a aussi d'autres organes. Le premier, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui siège normalement à New York, dans une salle énorme, qu'on voit souvent à la télévision. Tous les États membres, et l'Organisation des Nations Unies ne peut avoir que des États comme membres, tous les États sont représentés au sein de l'Assemblée générale. Un deuxième organe très important, c'est le secrétariat. Pour pouvoir agir dans la vie quotidienne, il faut un organe exécutif. Et c'est notamment le secrétariat. Nous avons vu que l'accord de siège avec la Suisse, déjà en 1946, avait été conclu par le secrétaire général, le chef du secrétariat, au nom de l'organisation. Un troisième organe principal, c'est le conseil de tutelle. Il est moins connu, mais ceux qui sont familiers avec le système de tutelle institué par la Charte des Nations Unies ne vont pas être surpris. Ce conseil de tutelle avait comme charge, comme fonction, de surveiller les territoires placés sous tutelle. Après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la création des Nations Unies. Alors ce conseil de tutelle existe toujours parce qu'il est prévu par la Charte, mais il n'est plus actif. Si vous visitez le siège des Nations Unies à New York, vous pouvez voir la salle qui est réservée pour ce conseil de tutelle. Mais il n'y siège plus depuis 1994, parce qu'à ce moment-là, le dernier territoire sous tutelle est devenu un État indépendant, la République de Palaos, et donc pour le moment, ce conseil de tutelle est inactif. Un quatrième organe des Nations Unies, c'est le Conseil économique et social. C'est également un organe avec un certain nombre d'États. Donc, contrairement à l'Assemblée générale, ici, ce ne sont pas tous les membres des Nations Unies qui sont représentés. Il y a une élection régulièrement pour décider lesquels des membres vont siéger dans ce Conseil économique et social. C'est une question hautement politique, où il faut tenir compte des différentes régions, du statut économique, politique des États, pour décider qui siège au Conseil économique et social. On en entend aussi parler un peu moins que peut-être d'autres organes. En même temps, il faut dire que ce Conseil est assez important dans le fonctionnement de l'organisation. Il a essentiellement comme tâche d'adopter des rapports présentés et préparés par différents comités et sous-comités pour
qui souvent fait le bilan sur le développement, notamment économique et social, dans les membres des Nations Unies et par conséquent dans le monde entier. Cinquième organe principal, le Conseil de sécurité. Alors on en parle beaucoup plus souvent que du Conseil économique et social parce que la sécurité dont il est chargé de s'occuper est certainement d'un grand intérêt pour la plupart des populations du monde, notamment dans les régions où cette sécurité n'est pas garantie ou est bouleversée. Et quand on pense à des défis comme le terrorisme ou la cybercriminalité, il faut voir que cette sécurité est aussi menacée dans des États qui autrement sont au bénéfice d'une certaine paix et stabilité. Ce Conseil de sécurité, comme nous l'avons déjà vu pour le Conseil économique et social, ne comporte qu'un nombre très restreint de membres. C'est cette idée qu'il nous faut un Conseil de sécurité qui est efficace et effectif, qui siège effectivement très souvent, parfois aussi la nuit. Vous pouvez voir ses activités sur son site internet, fait que le nombre doit être plus restreint et les membres les États membres des Nations Unies qui siègent au Conseil de sécurité sont assez occupés par cette fonction. Vous savez peut-être que depuis quelques années, en Suisse, il y a une discussion s'il y avait une opportunité de se faire élire comme membre du Conseil de sécurité, si la Suisse devrait être candidat et, le cas échéant, accepter un tel mandat pour une durée limitée, comme c'est le cas pour la plupart des membres du Conseil de sécurité. C'est très controversé. Bien sûr, il y a beaucoup qui disent que c'est normal pour un membre des Nations Unies de aussi de siéger à un moment donné au Conseil de sécurité, que ça fait partie des droits et aussi des obligations d'un membre normal des Nations Unies. Mais il y a aussi ceux qui disent que pour un petit pays, avec une politique de neutralité historiquement très importante, cela pose plus de problèmes. C'est une question à suivre ces prochaines années. Le dernier organe principal, c'est la Cour internationale de justice. Un organe dont on parle plus souvent entre juristes, bien sûr, comme c'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, qui lui, contrairement aux autres organes que nous avons vus ici, ne siège pas à New York, mais, comme c'est souvent le cas pour des organes judiciaires, à une certaine distance, le siège de la Cour internationale de justice est La Haye aux Pays-Bas. Une question qui est particulièrement importante pour le bon fonctionnement des organisations internationales, c'est la question du financement. Dans le cas de l'ONU, c'est la question non seulement du financement de l'ONU en tant que telle, mais aussi de ses agences spécialisées. Ce sont des entités qui ont été créées par l'ONU ou par les membres de l'ONU et qui souvent assument des fonctions importantes, notamment en ce qui concerne l'aide humanitaire ou la coopération technique. Alors, l'ONU en tant que telle, l'organisation internationale, elle est financée par des contributions obligatoires. Ces contributions obligatoires sont dues par chaque État membre, mais bien sûr, on tient compte du statut économique des pays. Les États-Unis sont le pays le plus riche là-dedans et leurs contributions sont aussi les plus importantes. Les pays industrialisés en Europe, voire le Japon, l'Australie, etc., payent aussi des contributions plus importantes, tandis qu'un grand nombre de pays pauvres, pays en voie de développement, payent des contributions beaucoup moins importantes. Ce qu'il faut tout de même noter, c'est que ces contributions ne suffiraient pas. Il
il y a beaucoup de contributions volontaires, à la fois de certains États qui payent plus de ce qu'ils sont obligés à payer, notamment pour des projets concrets, pour des campagnes, suite à certains événements, des catastrophes, des guerres civiles dans certaines régions. Et il y a aussi des contributions de certaines ONG, de particuliers, des dons qui sont très importants pour les Nations Unies. Le budget ordinaire des Nations Unies est aujourd'hui, ou était en 2020, d'à peu près 3 milliards de dollars américains. Et je vous ai mis ici aussi le chiffre de 2005, où c'était encore 2 milliards. Donc vous voyez une certaine évolution, un tiers de plus en 15 ans. En même temps, ça reste toujours un budget relativement modeste. Si vous le comparez au budget même d'un petit État ou au chiffre d'affaires d'une entreprise multinationale. Ce budget ordinaire est établi tous les 2 ans et il est basé simplement sur les contributions obligatoires qui sont fixées par l'Assemblée générale, avec le souhait évidemment d'obtenir plus de fonds, des paiements volontaires, pour pouvoir assumer plus de tâches. La localisation des Nations Unies, le siège officiel de cette organisation est à New York, dans un gratte-ciel qu'on voit souvent aussi à la télévision, mais il y a aussi une forte présence dans d'autres régions de la planète, notamment parce que les Nations Unies ont on peut dire des sièges secondaires. Par exemple, à Genève, vous trouvez le siège principal en Europe et beaucoup d'activités des Nations Unies ont lieu à Genève, notamment au Palais des Nations, mais aussi dans d'autres bâtiments et édifices. Certains d'entre vous connaissent peut-être le Palais Wilson, qui est un bâtiment historique au bord du lac, qui était historiquement un hôtel, et ça se voit encore, qu'on avait utilisé pour la Société des Nations dans les années 20 et qui encore aujourd'hui est un des bâtiments utilisés par les Nations Unies à Genève. Tout de même, les 5 des 6 organes principaux de l'ONU sont localisés à New York, nous l'avons déjà vu. Seule la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal des Nations Unies, a son siège à La Haye, aux Pays-Bas. Et beaucoup des agences et des organes auxiliaires créés par les Nations Unies sont basés dans d'autres villes. Nous en avons parlé déjà, notamment de Genève, en Suisse, qui était, il ne faut pas oublier, l'ancien siège de la Société des Nations entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et les Nations Unies ont aussi créé d'autres centres. Certains, les plus grands, sont, à part Genève, celui de Vienne, il y a la UN City de Vienne, et puis aussi un centre important en Afrique existe à Nairobi. Quelles sont les fonctions principales des Nations Unies? Pour conclure, alors c'est assez compliqué à dire, parce que finalement, l'objectif principal des Nations Unies, c'est un avenir meilleur pour tous, ce qui est évidemment est très ambitieux et très difficile à atteindre. Il y a tout de même 3 domaines où les Nations Unies jouent un rôle particulièrement important. Premièrement, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est clair, au moment de la création, en 1945, c'était particulièrement important. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'enjeu principal était de maintenir cette paix, de la rétablir et d'assurer la sécurité à l'avenir. Là-dedans, évidemment, le Conseil de sécurité que nous avons mentionné joue un rôle particulièrement important. On en parle plus en détail dans des présentations spécifiques sur la sécurité internationale et les conflits armés. Deuxièmement,
il y a un mandat très général pour les Nations Unies de développer des relations amicales entre les nations. Ça, c'est aussi un aspect préventif pour maintenir la paix et la sécurité. Si les États maintiennent des relations amicales et une coopération étroite, on espère que cela évite le recours à la force. Et troisièmement, aussi un but très général, une coopération internationale sur tous les sujets où une telle coopération peut être utile. Et à cette fin, les Nations Unies ont créé beaucoup d'agences spéciales. Les États membres des Nations Unies ont aussi créé des organisations spécialisées, par exemple l'Organisation mondiale de la météorologie, une organisation internationale qui s'occupe de la migration et des réfugiés, une organisation internationale qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, etc., etc. Même si on prend donc ces trois objectifs comme les fonctions principales des Nations Unies, on peut s'imaginer qu'en principe, beaucoup d'activités ont de la place dans le cadre de ces Nations Unies créées et instituées par la Charte de San Francisco. Voilà, c'est tout pour cette présentation. À bientôt.